Donc on va, avant de conclure rapidement, on va passer la parole rapidement à des étudiants qui nous ont fait l'honneur de nous rendre visite, qui sortent du tribunal là. Par rapport aux mobilisations dont on vous avait parlé un petit peu hier, on a la chance d'avoir des étudiants mobilisés qui nous ont rejoints, donc qui souhaiteraient prendre un peu la parole, nous dire quelques mots. Cyril et Clément, c'est ça ? Oui, alors on sort du tribunal, on n'était pas inculpés. Donc on sort de devant le tribunal parce qu'on n'a pas pu rentrer non plus. Donc juste deux mots par rapport à ce colloque où on est arrivé directement à la fin. Je pense qu'il y a vraiment énormément de liens qui se font entre le droit au logement ou le droit à la vie. Donc du coup, je n'ai pas suivi le débat et je ne sais pas comment me placer par rapport à ça. Mais qu'on voit dans les réseaux militants énormément de passerelles qui se font entre un militantisme étudiant qui avait réclamé sur les droits étudiants, mais qui va aller aussi bien au-delà, donc que ce soit dans des projets comme les ZAD, que ce soit comme la participation au droit au logement, donc à l'association DAL, où il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent là-dedans, et il y a vraiment une porosité entre ces différents milieux. Et ensuite, après, moi j'étais informé très tard qu'il y avait ce colloque, et je pense que ça veut dire finalement que même s'il y a énormément de porosité entre tous ces milieux, il n'y a aussi pas assez de communication. C'est ce qu'on voit à Nanterre où il y a des personnes qui sont mobilisées, on ne sait même pas qu'elles existent, alors que nous, on est mobilisés depuis le début de l'année, et qu'on n'arrive pas finalement à faire en sorte que ces liens donnent quelque chose. Par exemple, sur l'occupation à l'université, on n'arrive pas à sortir de l'occupation, et c'est pour ça que l'occupation est en train un peu de péricliter. Et finalement, ça montre que même si on essaye d'ouvrir cette université, on a énormément de mal à sortir un peu de ce ghetto étudiant, de ce ghetto de classe moyenne et de classe supérieure, parce que finalement c'est ça, les personnes qui y restent. Moi, je suis en master, je regarde autour de moi, aucune personne racisée dans mon master, tous venant de milieux classe moyenne sup. Et donc, je pense que c'est vraiment de plus en plus l'université un ghetto. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et du coup, concernant l'occupation en tant que telle, en fait, c'est rapidement devenu une revendication en soi, parce que dans les différents mouvements, en fait, on s'est rendu compte que pour être dans la fac différemment, il fallait littéralement être dans la fac différemment, et du coup, dormir dedans, vivre dedans et tout. Alors après, malheureusement, c'est parfois un peu démesuré comme on vit, parce que ça demande de beaucoup s'organiser, quoi. Créer des lieux autogérés à partir de rien, c'est hyper chaud. Et ce qui est marrant, on en discutait juste avant, est-ce qu'on parle ou pas des tags? Parce que finalement, ça a été une forme d'appropriation pour les gens. Les premiers trucs que les gens font quand ils arrivent dans les lieux, c'est qu'ils font des tags du sol au plafond, absolument partout. Du coup, c'est comme ça que les étudiants se réapproprient la fac au début, quoi. Et ce qu'on a vu, c'est que... Enfin, moi, j'ai fait un petit dossier sur le rapport à la fac, justement. Et en fait, ce que j'ai pu voir avec les gens avec qui j'ai parlé, en anthropologie, donc c'est un public pas très large sur la fac, mais c'est que... En fait, il y a très peu de gens qui côtoient la fac, véritablement. Les gens arrivent le matin, les gens repartent le soir, et ils vivent pas vraiment dans la fac, ils font pas vraiment des expériences dans ça. Alors oui, il y a des gens qui ont des activités sportives, il y a des gens qui vivent dans la CTU. Même la CTU, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas franchi le périph' qui est en face, ou aller faire 3 pas dans la cité, à part pour manger une pizza, quoi. Ça s'arrête là, quoi. Et que du coup, l'occupation, ça a permis à plein de gens de vraiment découvrir la fac en tant que lieu, découvrir tout plein de petits coins cachés, parce que c'est quand même un campus qui est très grand, donc il y a plein de petits coins cool à découvrir. Et ça a vraiment permis aux gens de déconstruire leur rapport à l'espace de la fac, et donc, dans un second temps, de déconstruire toute la symbolique qu'était la fac en termes de légitimité de savoir, parce que ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très inculqué, et qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont arrivés, ils avaient du mal à se positionner en tant que sachants dans l'occupation. Et au fur et à mesure de l'occupation, il y a des gens qui ont fini par se positionner en tant que « mais maintenant, moi aussi, j'ai un avis, j'ai un truc à dire sur ce qui se passe, moi aussi, j'ai une vision et tout ». Et que c'est un processus qui est toujours en cours, et que... comme aujourd'hui, là, on vient à un colloque, mais il y a 2-3 jours, il y a des gens qui sont venus nous parler de l'écologie à la fac, on a découvert encore des trucs qu'on ne savait pas. Et du coup, je pense que l'occupation, ça nous fait juste nous rendre compte à quel point on ne vit pas du tout cette fac, et cette fac, elle n'est pas du tout pour les étudiants, en fait. Elle est pour former, c'est ce que la loi ORE professe, montre encore plus, quoi, mais c'est qu'on nous forme comme des petites unités prêtes à aller
intégrer le joyeux monde de l'entreprise et pas du tout comme des étudiants, donc avoir une approche holistique du savoir, d'aller tout explorer, de se perdre là-dedans, de revenir et tout. Parce que quand on apprend des trucs comme les sciences sociales, on ne peut pas faire... Enfin, je pense qu'on ne rendrait pas ça non plus, mais on ne peut pas enchaîner et tout bouffer par cœur. On a besoin de prendre son temps et de se perdre un peu. Donc voilà, donc l'OCUP nous a permis de faire ça. Donc ça, c'était cool. Et du coup, faut continuer les occupations dans les facs. Et faut qu'on ait plus de profs qui viennent, mais qui ne donnent pas des ordres. Voilà. Merci. Et donc pour faire le lien, comme on parlait de le juridique tout à l'heure, il y a quand même des étudiants qui sont poursuivis. Il faut en parler et il faut se mobiliser, les soutenir. Et bon, ils sont soutenus, mais il faut quand même le savoir. Donc je passe la parole pour la conclusion à nos trois synthétiseurs. Donc je vais laisser peut-être se présenter. De toute façon, vous les connaissez pour certains d'entre eux. David Bodinier, donc dit David de Grenoble, de l'atelier populaire d'urbanisme, David du 38, de l'association Planning, Amandine Spire, donc maître de conférence Paris 7, membre du programme d'ALVA dont vous avez entendu parler, co-porteuse du programme d'ALVA, et Pushpa Arabindo, donc de l'Institut d'études avancées de l'Université College London. Je vais vous laisser peut-être synthétiser donc ces 2 journées. Je vais vous laisser la parole, sachant qu'on m'a dit que vous aviez, 7 minutes chacun. Ça ira. Donc je sais pas l'ordre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas du tout facile d'embrayer. Merci Grégory, merci aux organisateurs pour l'organisation de ce colloque, pour tous les échanges qui ont pris place pendant ces 2 jours. Alors, c'est pas facile de conclure et c'est pas facile en plus de faire la transition avec ce qui vient d'être dit, même s'il me semble qu'il y a un lien évident, puisque la question du droit à la ville, on parle beaucoup de lutte, de mobilisation, dans des contextes et des époques très différentes. Alors, on a ici centré le débat autour des... on a porté le débat à partir de l'étude des quartiers populaires, plutôt dans des contextes européens et plutôt français, même s'il y a eu quelques ouvertures. Mais bon, se pose la question de comment les chercheurs, les habitants, les activistes, les personnes, les associatifs, je ne sais pas si on les appelle comme ça, les personnes regroupées en associations, les militants associatifs, on va dire, comment le croisement de leurs pratiques, de leurs savoirs, de leurs expériences peut permettre la construction d'un droit à la ville, une demande politique, un droit général et non pas des droits séparés, sachant qu'aujourd'hui, il se passe à l'université un processus, on peut vraiment faire le parallèle, et je ferme la parenthèse après, peut-être on pourra réouvrir dans le débat, mais je ne veux pas utiliser mes 6 minutes, parce que j'avais un texte écrit pour ça, mais aujourd'hui à l'université, on voit la difficulté en fait, à structurer collectivement un mouvement, parce que moi je pense qu'on ne peut pas opposer enseignants, étudiants, personnel administratif, et que par ailleurs, mais néanmoins on a ces statuts, et que je pense que c'est exactement de la même façon qu'on a entendu des débats où on réifie un petit peu les postures de chacun, le chercheur, l'activiste, l'habitant, le militant, alors que y a on peut avoir des postures qui sont un peu multiples, on a des casquettes différentes selon les moments et des légitimités différentes. Donc ça c'est un peu une difficulté. Pour moi la difficulté elle est plus qu'au-delà du fait de dépasser ces catégories, c'est le fait de structurer collectivement, parce que je pense qu'il y a de la protestation, il y a de la colère, il y a du mécontentement à des niveaux très différents et très partagés en fait, mais qu'elle est individuelle. Et peut-être que le passage au collectif et le droit à la ville, c'est un appel aussi à un droit collectif supérieur, une somme supérieure de droits, tel que l'écrivait Lefebvre. Alors ça a été relu un peu différemment par les anglo-saxons et ça nous est revenu sous une autre forme, mais néanmoins il y a cette dimension collective qui me semble centrale et sur laquelle peut-être on peut ici là, établir un lien par rapport au blocage, au sens pas les occupations, mais au sens les difficultés que rencontre aujourd'hui le mouvement de protestation universitaire pour réellement proposer une alternative, en tout cas se structurer et s'opposer aux réformes en cours, qui sont bien des réformes néolibérales, de marchandisation de l'université, etc. Je ne vais pas y revenir. Et donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être là une analyse à mener, on peut établir des liens.
Alors, à ce titre, pour moi, les discussions qui ont pris place, alors je vais pas résumer, je suis désolée, je vais pas synthétiser, ça me semble vraiment beaucoup, juste quelques pistes de réflexion. Qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous au terme de ces 2 journées. Tout d'abord, en fait, la difficulté qu'on a à sortir peut-être d'une conception conflictuelle du pouvoir qui oppose en fait d'un côté l'État qui n'est pas toujours très bien, qui est difficilement caractérisable, qui n'est pas très bien caractérisé, qui serait donc dépositaire du pouvoir, et les citadins, qui seraient en lutte contre le pouvoir, qui tenteraient de prendre le pouvoir. Et peut-être que cela nous enferme un petit peu. Alors c'est une lecture du droit à la ville qui apporte dans la pratique et théoriquement des éléments de réflexion intéressants et des actions qui sont intéressantes en soi. Mais peut-être qu'on peut sortir de cette conception ou aller un peu plus loin, ou en tout cas faire un pas de côté et proposer en suivant des travaux de sociologues critiques tels que Nichols, Utermark et Loopmans, de passer du droit à la ville au droit à travers la ville. Et pour essayer de voir ce glissement donc, du droit à travers, pour souligner en fait l'importance des expériences ordinaires, des expériences quotidiennes qui sont vécues, que ce soit sur un campus ou que ce soit dans la ville, qui peuvent participer à donner naissance à des formes de conscientisation politique. C'est de cela dont il s'agit quand on parle du droit à la ville. Donc la possibilité d'exprimer des revendications collectives et peut-être que donc essayer de voir à travers ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui dans les expériences urbaines, que ce soit des militants, des chercheurs, des activistes ou des simples ou des habitants, qu'est-ce qui permet dans l'expérience urbaine de se politiser et de se constituer en collectif pour revendiquer des droits, que ce soit dans un contexte où les droits sont démantelés, sont diminués, ou dans des contextes urbains dans lesquels il y a une demande de droits. Et je pense par exemple à des habitants dont on a peu parlé, les habitants qui sont en situation irrégulière, qui sont sans papier, qui eux demandent des droits, plus qu'ils ne, et qui, que ce soit dans des contextes nord-sud. Et je pense par exemple au travail de Juliane Boudreau à Mexico, qui montre comment l'expérience du bus au quotidien peut participer à des formes de conscientisation politique et à des demandes de droits politiques pour des citadins privés de droits, et donc une forme de droit à la ville. Deuxième piste de réflexion par rapport à ce qu'on a entendu. Je voudrais revenir sur ce que Romain Gallard a dit hier, lorsqu'il nous a dit, oui, les chercheurs, donc je me suis sentie un petit peu concernée, même si ce n'est pas ma seule identité, les chercheurs, vous devriez vous concentrer sur l'action publique quand vous travaillez sur les quartiers populaires, sur la politique de rénovation urbaine, et arrêter de passer à la loupe les quartiers populaires. Alors c'est une provocation, évidemment je pense qu'il y a eu des réactions, mais je pense que c'est intéressant en tout cas de poser ce constat ou cette lassitude ou cet agacement qu'on partage. Je crois le fait, voilà, il y a de nombreux travaux qui sont menés, combien de fois on va voir des habitants des quartiers populaires pour leur poser des questions, et puis finalement on écrit des articles, des rapports, des travaux, etc. Puis il n'y a pas grand-chose qui change, et on se dit du coup il faut arrêter, et maintenant il faut essayer de déceler, démanteler les mécanismes qui mettent en œuvre ces politiques néolibérales pour mieux les connaître et pour mieux les contester. Bon, moi, je proposerais, plus qu'une minute, ok. Je proposerais juste, j'aimerais, mais bon, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais je voudrais juste soumettre à la réflexion le fait d'essayer peut-être qu'au-delà de sortir de cette étude des pratiques sociales, des pratiques des habitants dans l'ordinaire, dans le quotidien, c'est peut-être de sortir de l'exceptionnalisme de ces quartiers et de la façon dont, que ce soit en tant que chercheur, en tant qu'activiste, en tant que citoyen, pourquoi est-ce qu'on va travailler le droit à la ville depuis ces quartiers, et pourquoi que depuis ces quartiers, parce que les processus en fait, qui sont dénoncés, les processus de néolibéralisation, de marchandisation, etc., ils sont présents dans d'autres quartiers, et peut-être qu'on pourrait essayer de minimiser, mais c'est fait, mais en tout cas se demander dans quelle mesure nos actions, ou nos travaux de recherche participent dans une certaine mesure parfois à enfermer, à limiter ces quartiers dans une certaine catégorie que l'action publique crée et utilise, et donc c'est bien pour cela qu'on s'y intéresse, mais peut-être que cela rencontre certaines limites. Et j'aimerais du coup, pour terminer, je n'aborderai pas mon troisième point, parce que je ne veux pas vous kidnapper, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a Cécile Gintrac, ce matin, nous a montré en fait que le comité de vigilance, il a été créé avec la mise en route des JO à Saint-Denis, avec cette idée de lutter
pas un positionnement clair pour ou contre les JO, mais en tout cas de suivre la mise en œuvre de cet agenda sur un territoire qui est très spécifique, et en disant voilà, c'est pour restaurer des principes démocratiques bafoués, mais aussi tenter de structurer politiquement des habitants qui n'ont pas autrement la possibilité de s'exprimer ou de participer à la production de la ville, et que ça pourrait aller au-delà des JO, que même s'il n'y a pas, on ne gagne pas la bataille, ce qui compte, c'est qu'au moins il y aurait cette structuration qui existerait, ces rencontres, ces expériences qui permettraient donc de lutter pour le droit à la ville. À mon sens, c'est un vrai défi, parce que je pense que ces moments particuliers que sont les méga-événements, les mobilisations politiques, elles sont souvent liées à ces moments exceptionnels, et peut-être qu'on peut se poser la question comment ces moments exceptionnels, comment on peut lire ces mobilisations, pas que dans les moments exceptionnels, mais aussi dans les temps ordinaires. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, peut participer à concrétiser des formes de résistance, de lutte beaucoup moins spectaculaires. Voilà. J'avais un dernier point, mais je passe la parole et puis j'y reviendrai dans la discussion si nécessaire. Voilà, je vous remercie. Donc, je passe la parole à Pushpa Rabindou qui va présenter en français la synthèse, et donc ce n'est pas sa langue maternelle, et donc je vais l'aider éventuellement dans sa présentation. Don't start yet. Just before you start, avant de commencer, je voudrais vous rappeler un épisode d'Astérix où il visite ses cousins en Angleterre et il commence à parler en franglais, un accent foncé avec l'accent anglais très aristocratique. C'est moi aujourd'hui, et rappelez-vous cet épisode quand je parle. Ok, tu peux commencer maintenant. Aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire du droit à la ville. Il aurait été aussi intéressant de s'arrêter sur le 40e anniversaire de l'ouvrage de Lefebvre. Pourquoi? Parce que 2008, c'était la crise financière qui donnait un nouveau sens à l'expérience urbaine, marquée par la précarité avec le chômage et son abrisme, homelessness. Le droit à la ville est devenu une façon de contrer l'impact de l'austérité de l'urbanisme, austerity urbanism, nous appelons en anglais, qui s'est développé à tel point que le géographe marxiste David Harvey a aussi exposé son matérialisme historique sur le droit à la ville dans son article de 2008 dans la New Left Review. Ainsi, dans mon engagement avec les débats sur le droit à la ville dans la ville indienne de Chennai, où mes recherches sont basées, je vais présenter un caractère spécifique, conceptuel et concret. Il est émergent et résistant aux ombres projetées par une forme particulière d'urbanisme au cours des 10 dernières années. Oui. Last 10 years, oui, 10 dernières années, plutôt que la longue durée des 50 années. C'est dans ce contexte et les débats qui sont déroulés, rolled out au cours de ces 2 jours que j'offre les observations et peut-être quelques provocations. Premier point, le point de vue des quartiers populaires. L'argument en faveur de cette localisation spatiale est difficile à réfuter quand nous continuons à être témoins de la menace à la politique de la classe populaire dans toutes les villes. Et pourtant, même si nous cherchons à la protéger, la classe populaire, contre l'assaut du capital financé par la dette, debt financed capital en anglais, c'est précisément aussi le moment où nous devons remettre en question notre hypothèse conventionnelle sur ce qui implique un quartier populaire. Ce n'est pas seulement dans le contexte de la post-industrialisation, mais aussi dans l'immense hétérogénéité de ce que nous avons tendance à associer en tant que la classe populaire, qui pourrait être difficile à présenter en front unifié de lutte collective. I argue, et je voudrais dire que c'est une proposition hypothétique.
Il y a un risque d'optimisme ici où la classe populaire masquant une segmentation complexe basée pas juste sur une occupation et le revenu, mais aussi sur la religion, la race, le genre, gender, language, langue et diverses formes de conscience politique. J'étais un peu étonnée par la confiance de français comme la langue de communication présentée par les résidents de quartier hier, alors que je me demandais ce que cela signifiait pour un ensemble d'habitants qui ne parlaient pas français. Comme moi, par exemple. En même temps, c'est l'avantage de droit à la ville qu'il a si bien voyagé à travers le monde, trouvant une traduction facile en plusieurs langues. Par exemple, à Chennai, beaucoup de résidents utilisent ce concept et ça traduit très bien en tamil Nagarathul Vaalum Urimai. Par conséquent, il est important d'enquêter quand nous disons que le droit à la ville est plus le droit à la vie. Alors, quelles sont les expressions multiples de vie et dans les langues nous n'avons pas reconnues? Deuxième point, je serai prudent sur la façon de... nous avons été anxieux pour établir les liaisons entre la notion de commune urban commons et de droit à la ville. L'idée d'une lutte collective basée sur l'aptitude morale des communes a été brièvement évoquée par Lorena hier dans son discours, mais je dirais que c'est un point qui n'a pas bien établi. Il y avait plusieurs références hier à la possibilité de co-production et pourtant dans un moment de pessimisme, I'm a little bit of a pessimist here, je suis inquiète que c'est pas loin de la cooptation, où plusieurs voix basées sur un ensemble de références très différentes subsumées par une compréhension homogène des communes. Il y a un exercice de discipline ici, which actually comes from bottoms up, qui n'est pas différent de l'État et de l'action de marché, de market, que les luttes de la droit à la ville remettent souvent en question. Troisième point, à un moment où une plateforme globale pour le droit à la ville est devenue une entité réaliste, quelles opportunités peuvent être exploitées ici au-delà d'être simplement un parapluie symbolique? Nous sommes à un moment crucial où la notion de global prend un pouvoir explicatif critique. En dehors l'influence de globalisation. Global est différent de globalisation conceptuellement et surmonter certaines binaries comme le centre et périphérie. À ce moment, cette idée d'un global droit à la ville peut-elle être investie de nouvelles significations fondées sur une compréhension relationnelle et comparative, pas seulement en termes de détails, mais aussi en termes d'interprétation conceptuelle. So I was surprised, j'étais un peu étonnée hier que c'était Romain qui fait son thèse comparative, mais plusieurs fois nous n'avons pas cette pratique. Nous avons beaucoup de diversité de la case studies qui était présentée hier, avec une fascinante démonstration de convergence et divergence. Ils résonnent très bien entre leurs, mais en même temps, ils sont distinctifs. En ce sens, ils signifient simultanément une expression globale et locale de la protestation urbaine. Pour conclusion, je voudrais dire brièvement, quand les choses arrivent en point de non-retour, c'est préférable pour retour au début. Donc, revenir en non-terre où a émergé la piste sacrée de droit à la ville. Ce n'est pas un retour nostalgique, mais un retour critical. Et c'est très captivant pour observer la capacité de la droit à la ville à sortir des pages de la recherche académique et à générer son matériel qui ne peut pas être considéré comme purement empirique. Ça enregistre au-delà du texte banal de manière créative et originale, comme performance sous forme de musique et la danse, comme l'exemple de Inouï hier,
et ça anime avec les images mouvantes du cinéma documentaire, ouvrant de nouveaux terrains à explorer nos expériences pédagogiques avec le droit à la ville. J'ai mis ça, désolé, c'est en anglais, c'est un peu n'importe quoi pour lire Victor Hugo en anglais, mais c'est moi. Et il y a 150 ans qu'il a écrit Les Mises, and a lot of it is still relevant today. He talked about Paris being in the center, et vous pouvez voir toutes les quartiers qui dans la périphérie Nanterre, Aubervilliers, les quartiers nous parlons, and they are still at the end of the world. And as long as this image still persists, nous avons besoin de parler de droit à la ville avec la binary de centre et périphérie. Merci. Merci. Alors moi, du coup, pour essayer de donner quelques éléments que j'ai retenus de ces 2 jours, tout d'abord, sur de quel droit parle-t-on dans ces 2 jours quand on parle de droit à la ville. Je crois que les 3 éléments en fait, de définition de départ, d'appropriation, de participation permanente, d'autogestion, de citoyenneté ont été un peu notre point de départ. Mais on voit que ce soit avec les contributions, par exemple, de Lorena, que cette notion a circulé, qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution du concept, ou en tout cas d'autres propositions, comme essayer d'apporter des éléments, des différentes expériences autour de la production sociale de l'habitat, ou d'un approfondissement de la démocratie, qui donnent des éléments peut-être au droit à la ville à partir de ces expériences étrangères, même si ce n'était pas tellement le sujet. Ça a été, on a eu cette tentative par Skype, disons, d'avoir ces apports. Mais finalement, ces 2 jours ont quand même consisté à partir du droit à la ville vu des quartiers populaires. Et dans vue des quartiers populaires, finalement, c'était beaucoup 3 zones, quoi, de Grenoble, de Roubaix, Lille et de Saint-Denis en région parisienne. Et pour l'instant, c'est un peu ces 3 points de départ qui ont été les nôtres pendant ces 2 jours-là. Donc, vue des quartiers populaires, vue de ces quartiers populaires, même si on a eu quelques apports, évidemment, d'autres processus. Mais c'est pour l'instant nos 3, on va dire, zones sur lesquelles on a travaillé. Et qui, du coup, peut poser la question de est-ce que c'est la même chose à Marseille, à Toulouse, en Europe. Il y a eu les interventions d'Annie. Et là, il y a du coup une vigilance parce qu'il y a une diversité de situations, que les quartiers populaires ne sont pas que les cités entendues au sens un peu français, et qu'on a une diversité à prendre en compte, à être vigilante quand on pose la question de quel droit parle-t-on. On s'est posé la question du droit pourquoi, et là on a beaucoup abordé la question des processus de rénovation urbaine et de destruction du logement social en France, qui sont des processus actuels, du coup, qui remontent à travers les luttes urbaines qui sont menées dans les territoires. Et donc on a essayé de définir pourquoi à partir du prisme de ces différentes expériences. Et on a peut-être vu quelques réponses que finalement ces processus de rénovation urbaine ou d'autres politiques attaquent le quartier comme étant des tissus de relations, détruits des logements sociaux. Et on a vu une diversité peut-être de réponses vis-à-vis de ces processus-là, d'organisation, de mobilisation permanente, de projets qui émergent, et du coup un droit qui relie différentes dimensions, peut-être un droit reliant ou une notion reliante qui relie différents projets, luttes. Même si ces projets relient, mais il y a une difficulté quand même, et les obstacles et les difficultés ont quand même été posées. On a vu ce film hier soir du quartier Upil. On a vu que les expériences et les expériences de lutte sont aussi dures. Et donc,
ces difficultés sont aussi importantes à relever. Il y a eu des questionnements sur les risques psychosociaux, les conséquences en fait pour les personnes qui luttent concrètement et du coup qui s'engagent. Et une absence qui a été relevée quand même des élus locaux, en tout cas pour ce colloque-là, qui ont été presque peu présents, ou en tout cas vis-à-vis des différentes expériences, peut-être les collectifs ont déploré cette absence des élus locaux. On a posé la question, finalement, la question de la ségrégation a été absente. Elle était peut-être en fond, mais on a assez peu parlé de ségrégation, même si on a posé la question du centre, du rapport à la centralité, mais peut-être que la ségrégation est quelque chose de plus fort que simplement la question du rapport au centre et les différents processus de ségrégation. Peut-être on aurait pu plus les approfondir. Il y a des questions de racisme, on a dit il y a les questions de genre et les questions de race, et ces questions-là ont été à peine abordées dans ces 2 jours et devraient être beaucoup plus présents, en tout cas dans nos échanges. Voilà. On a posé la question du coup des questions métropolitaines et des grands événements, avec cet effet JO et l'accélération des projets en cours qui créent... à la fois, il y a des projets métropolitains dans les cartons, il y a toute une réflexion des projets urbains, de ces projets-là qui mettent du temps, et à la fois des effets d'accélération avec, par exemple, les Jeux Olympiques, qui créent des états d'exception et créent une ouverture aux investissements internationaux. Et cette question de la compétitivité des territoires, on l'a un petit peu abordé. Vis-à-vis des JO, effectivement, il y a des comités qui existent, il y a des personnes qui posent des questions vis-à-vis des risques humains, financiers, juridiques, démocratiques. J'ai été très marqué de la phrase « les syndicats ont accepté de ne pas faire grève pendant les Jeux Olympiques ». Je trouve ça incroyable et je pense qu'il faut qu'on le relève, qu'on remobilise les syndicats en disant c'est quoi cet accord que vous avez signé, pour qui vous l'avez signé, qui sont les travailleurs. Et puis on a un peu posé la question de l'héritage que ça va laisser, et là il y a eu un peu du débat. Ces grands événements produisent des transformations. Est-ce que c'est véritablement un héritage? Est-ce que c'est un héritage? C'est un héritage pour qui? On a posé la question de comment mettre en œuvre ce droit. Bon, je pense que tout le monde est d'accord que c'est à partir de luttes locales, de collectifs, et qu'il faut être extrêmement vigilant de ne pas tomber dans les travers institutionnels des conseils citoyens, tables de quartier, etc., qui ont leur intérêt, mais aussi toutes leurs limites. Et puis, finalement, à partir de la question de la recherche action, c'était la matinée hier, des expériences à la fois intéressantes et peut-être des besoins d'approfondir au niveau des méthodes pour voir comment ces recherches actions apportent de l'expertise au collectif et laissent des traces dans le territoire, avec la question finalement de la localisation des universités, puisque les universités, dans le marché global de la connaissance et peut-être des mutations du capitalisme, deviennent des espaces centraux où se produisent un certain nombre de rapports, et on est en plein dans ces crises de l'université, et peut-être qu'on peut penser ces crises et essayer de voir quels sont les leviers pour avoir des alliances entre organisations des quartiers populaires et organisations, que ce soit étudiantes ou universitaires, comme étant des travailleurs que certains peut-être appellent le capitalisme cognitif. Mais en tout cas, ces recherches-actions sont quand même des éléments qui peuvent nous permettre de laisser des traces, de créer des choses, mais peut-être qu'on pourrait avoir des réflexions sur l'évolution des méthodes, ou en tout cas la transmission de nouvelles méthodes sur la recherche-action. Et puis finalement, la question du nouvel agenda urbain ou des agendas urbains, il y en a de multiples, il y a des échelles différentes, et on a posé du coup cet après-midi la question des alliances avec à la fois, là je l'ai dit, sur les universités, mais également les alliances avec les techniciens dans les collectivités. Les élus ont été absents, et
et quelles sont les alliances qu'on est capable de créer. Et pour terminer, on a assez peu mobilisé la notion de justice, alors que dans les prolongements du droit à la ville, finalement, il y a eu quand même des travaux très importants autour de la justice spatiale. Cette question de justice, on la pose à la fin sur la question de la la notion juridique, comment on va utiliser ça de façon juridique, et à la fois il faut qu'on réfléchisse les pièges que cela comporte d'utiliser la justice parce que la justice est... Non, je parle vraiment de justice, pas seulement du droit. La justice aussi comme institution. Bon, voilà. Et comme il me reste 0 minute, je voudrais terminer sur le qui en parle. Et il me semble que dans ce qui en parle, beaucoup de personnes, à travers nos discours, étaient plus ou moins présents. Et à la fois, on voit toute la difficulté de mobiliser pour que les personnes qui sont les plus affectées par les phénomènes de métropolisation ou de projets urbains ou du capitalisme soient véritablement présents. Et c'est sûrement là aussi la clé qu'on peut avoir pour l'avenir, pour que plus de personnes affectées par les processus de transformation urbaine soient présentes pour parler du droit à la ville. Merci. J'ai encore une demande de prise de parole. On a donné la parole pour conclure aux APU de Grenoble, mais il y a l'APU de Lille aussi qui veut prendre la parole. Donc Jeannot. Très rapide, mais juste parce que bon, c'était une journée très intéressante, mais très dense et on est tous un peu fatigués. Mais juste pour dire que je rejoins aussi complètement les amis étudiants et nous c'est une vraie question qu'on se pose à l'atelier populaire d'urbanisme de FIV, du coup des liens avec les autres mouvements militants, et je pense que c'est un peu ce qui fait notre force, c'est qu'on a une vraie amitié, une vraie solidarité avec les autres mouvements étudiants, bien sûr avec le milieu étudiant, mais aussi avec le milieu squat. Pendant qu'il y a eu cette conférence, il y a un squat qui a été qui est en train d'être menacé d'être évacué à Lille qui s'appelle les 18 ponts. Il y a les luttes de migrants, il y a un collectif à Lille qui s'appelle le collectif des hauts lieux qui travaille sur les questions de mineurs isolés étrangers qui normalement devraient être pris en charge par le département, ce qui n'est pas le cas, et ils n'ont pas hésité à expulser un squat ouvert pour ces jeunes en pleine trêve hivernale, donc ça rejoint la question du droit. Bien sûr, toutes les ZAD, un des étudiants qui vient de perdre sa main suite à une grenade lancée par un gendarme mobile. Voilà, il venait de Lille, c'est un étudiant, il vient de Lille, c'est un étudiant de Lille 2. Donc voilà, moi j'appelle vraiment à continuer à occuper les facs et à partager ce genre d'expérience militante. Je pense que c'est ce qu'aurait voulu Henri Lefebvre et je pense que ces cours ont été largement envahis et occupés et c'est très bien. Et voilà, et juste par contre dire que je pense que c'est important qu'on se ferme aussi pas du monde de la recherche et que ça continue à échanger, même si les deux sont hermétiques, même si c'est complexe. Voilà, moi juste un petit truc pour terminer, voilà, j'ai appris récemment que des étudiants maoïstes dans les années 70 avaient ouvert à Nanterre une crèche pour les travailleurs algériens qui habitaient dans le bidonville à côté. Voilà, ils faisaient plein de trucs ensemble, ils faisaient plein de cours, donc ça rejoint aussi les questions de racialisation qu'on n'a pas beaucoup évoquées. Mais voilà, pour dire que dans l'histoire, il y a des choses qui sont à partager, et voilà. Voilà, c'est Mohamed Madani, je suis d'Oran, Algérie. D'ailleurs, je rebondis un peu sur ce que disaient mes collègues. Donc, je suis sociologue, mais dans le département d'architecture de l'université d'Oran. En même temps, je dirige une revue qui s'appelle Ma Ville. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait une contribution. On essaie aussi de lutter à travers cette revue pour notamment balancer ou se confronter par rapport aux politiques actuelles de prise de la ville par une collusion pouvoir politique et
les zones d'argent. Donc ils sont maintenant très forts grâce notamment aux années jusqu'en 2014 à l'argent du pétrole. Et donc là, on a deux niveaux de lutte. Le premier niveau, c'est les centres patrimoniaux qui sont, et là le droit, donc c'est très important. On a effectivement un droit mais qui n'est pas effectif. D'accord, et donc on essaie au moins de défendre les centres historiques, qui est, par exemple le centre d'Oran, il remonte, il y a plusieurs civilisations dedans, notamment ottomanes, espagnoles, françaises, etc. et qui est en train, on laisse pourrir, puis on détruit, et on prend les gens, on les reloge à 50. Donc là on a vraiment la tirade d'Oslo, elle s'applique, périurbanisation, gentrification, qui est très forte dans les quartiers populaires. Donc on monte des tours de 20 étages, etc. et on met les gens à 50 km d'Oran. Et puis bien sûr la déportation. Et d'ailleurs dernièrement j'ai eu mes étudiants qui ont travaillé sur les cités de recasement qui ont été construits par des Italiens. Donc c'est un peu les containers, avec l'amiante, etc. Mais les gens, ils sont là, ils luttent, ils ne veulent pas partir parce que l'enjeu foncier est très très important. Donc bien sûr on prend n'importe quel mètre carré dans la ville et donc les promoteurs le font très bien. Puisqu'on est passé d'une période entre guillemets socialiste jusqu'aux années, les années 64, maintenant c'est la libéralisation à outrance. Et donc on utilise ce foncier pour pouvoir construire, donc ça rapporte beaucoup. Voilà, donc, mais quand même on a plusieurs formes de lutte, notamment la presse qui est plus ou moins libre. Et d'ailleurs il y a 6 mois, on a pu arrêter des démolitions grâce à des publications dans la presse, notamment on disait on achève bien le patrimoine à Oran, etc. Donc bien sûr il y a aussi, on utilise le droit. Même, on sait bien que ce n'est pas une vraie république. D'accord, mais on dit qu'il faut appliquer les lois de la République. Je vous remercie. Merci. Agnès, tu veux... Ah, pardon. Ah oui. Bon, je voulais juste rebondir sur la remarque de ne pas cibler en fait toutes les études sur les quartiers populaires et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Moi personnellement, je viens d'un ghetto de riches. Moi j'ai vécu mon enfance et quasiment, presque jusqu'à 50 ans, disons à Neuilly. Je connais très très bien et maintenant je suis à Saint-Denis, je suis 1000 fois plus heureuse à Saint-Denis et je peux vous dire que en fait il faut changer. Je reviens aussi sur l'histoire d'image parce que les gens qui sont dans les quartiers populaires, on donne une image en fait très lisse des quartiers riches, etc. Mais en fait c'est vraiment des ghettos. Et si on n'a pas envie de se formater à ce ghetto-là, on peut être très très malheureux. Et en particulier avec l'évolution des conditions de travail, mais y compris chez les cadres, moi j'ai gardé des amis, j'en ai pas beaucoup de Neuilly, mais j'en ai gardé quelques-uns. Dans un groupe d'amis, je vois bien quoi. Je veux dire, ils ont des vies de merde, ils bossent comme des malades, certes ils gagnent de l'argent, mais au final ils sont pas heureux. Leurs enfants, non mais c'est vrai, même j'étais prof, j'ai bossé en ZEP dans une ville, à Agnières, et après, il y a un collège qui s'est ouvert au centre-ville. Et avec des collègues, j'avais des collègues qui voulaient demander leur mute parce qu'ils pensaient qu'en allant en centre-ville, ils n'auraient plus de problème. Enfin, il n'y aurait plus de problème avec les élèves. Bon, on a découvert d'autres problèmes, c'est ça. Et ça, je pense que c'est l'image vraiment c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'après, les gens qui sont dans les quartiers populaires, en fait, ils ne voient pas leur richesse. Parce que dans les médias, on montre un pseudo-avantage, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Attends, plus fort, micro. Ouais, je vais faire une réponse directe par rapport à toutes les problématiques qu'on a rencontrées à l'OCUP, qui sont celles des oppressions systémiques. Et c'est intéressant ce que vous soulevez parce que pour moi, vous ne faites pas la distinction entre une oppression et une souffrance réelle que je n'ai absolument pas, qui est de l'ordre individuel, et une souffrance qui est créée par des choses qui sont structurelles. En fait, nous, on a dû beaucoup travailler dessus pour justement pas avoir des discours pathologisants. Et en fait, moi, je vis dans la cité un peu plus haut à Nanterre. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pas étudier les quartiers parce qu'ils souffrent en fait. Et je pense que c'est là en fait le biais, pas parce qu'ils soient riches, et je remets quand même un petit peu en question le fait d'étudier les quartiers riches parce qu'ils souffrent et tout, parce que c'est un peu de la merde,
Mais quand même. Non, mais c'est de la provoque aussi. Voilà. Ah ouais, mais c'est un peu indécent. Mais bon, bref. Et du coup, c'est un peu ce qui me fait de classe en fait, quoi. Mais du coup, je pense que c'est important de se rendre compte que. En fait, vous parliez tout à l'heure de comment on chope les gens des quartiers populaires, et je suis d'accord qu'il ne faut absolument pas lisser cette image, parce que par exemple, à Nanterre, c'est un quartier qui est extrêmement complexe. Quand on voit de la Défense jusqu'à Nanterre-Ville, et entre les deux, cette espèce de couloir de no man's land où il y a les cités qui sont dedans, il y a une population très différente qui est dedans. Elle a énormément changé ces 10 dernières années depuis que il y a le truc anti-drogue qui est passé et qui a défoncé tous les dealers du coin. Et du coup, je pense qu'il ne faut vraiment pas aller dans ces quartiers dans une optique. Parce que nous, on s'est vachement demandé de comment on crée un lien à des bâtiments qui sont juste à 10 mètres de nous, quoi. Et qu'en fait, quand on a arrêté de vouloir créer le lien envers et contre tout, en fait, il s'est fait tout seul avec des gens qui sont venus. En fait, on a arrêté d'avoir des œillères. On s'est dit, en fait, ce lien, il peut se créer en arrêtant d'essayer de le créer, quoi. Et c'est juste que je pense qu'il ne faut pas aller étudier les quartiers plus qui souffrent, quoi. C'est vraiment hyper problématique comme démarche de base, quoi. C'est un peu nier leur agentivité, quoi. Enfin, c'est un terme d'entrepôt, je sais pas si on dit ça, mais bref, voilà, c'est... Ouais, mais vous avez raison entièrement, mais vous arrivez pour des défauts de communication, mais ces sujets-là, justement, on en a parlé hier, et ouais, justement, le fait de... ça faisait référence à ça, mais on est entièrement d'accord, de toute façon, là-dessus. Et merci. Je vais peut-être laisser la parole à Agnès pour remercier déjà ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et, et non, mais je vais te laisser. Alors effectivement, merci à tous et à toutes d'avoir activement participé à ces 2 journées qui étaient donc conçues dans un format un peu particulier, qui n'était pas du tout un format colloque. Grégory avait beaucoup insisté quand on a monté le programme sur le fait que ce n'était pas un colloque, mais c'était un événement. Bon, j'espère que ce n'est pas devenu un colloque entre-temps. En tout cas, que ça nous a bien permis, parfois, oui, que ça nous a bien permis d'échanger. Je tiens à remercier, on tient à remercier tout le comité d'organisation, y compris le comité. Alors, il y avait beaucoup de gens de Nanterre dans le comité d'organisation, mais aussi certains collègues proches de Paris 7, par exemple, et d'autres universités. Il y avait également Sylvain d'Appui. Et puis, bien sûr, je réitère vraiment des remerciements, on se réitère des remerciements à Camille Vergniaud, Romain Gallard, qui ont beaucoup œuvré pour que ce colloque existe. Bien sûr, à Grégory. Et vous pouvez les applaudir. Et Charles-Henri qui a installé tout ce qui fait que c'était un moment agréable ce midi. Charles Rossignol, Céline quoi? Et bien sûr, attends, Céline Campagne, bien entendu, qui a réservé les billets d'avion, de train, même si certains billets d'avion ont été annulés, mais enfin bon, et l'équipe de tournage. Merci beaucoup parce que en fait ça, je pense qu'on va peut-être les applaudir. Parce que, donc ils ont été très vaillants parce qu'ils sont quand même ici depuis hier 7h du matin, 7h30. Ils ont dormi ici en fait pour protéger le matériel, non bon, voilà. Et grâce à eux, on va avoir un matériel qui demandera à être revisité parce qu'ils ne vont pas tout nous mettre sur le web comme ça, etc. du tout, mais qui sera disponible. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses riches qui se sont dites. On se pose toujours la question de la mémoire de tout ça, des traces, de la capacité à transmettre aussi. Alors, je rappelle que la finalité de ce tournage d'événements, c'était en fait de capitaliser quelque chose qui soit transmissible sous des formats pédagogiques aussi. Quand je dis pédagogique, c'est pas que pour les écoles, c'est pour tout public et pas que pour pas que pour des chercheurs, mais notamment de gens qui s'interrogent éventuellement de par le monde sur ce que c'est que le droit à la ville, et en particulier, semble-t-il, en français, d'après ce que nous dit Lorena Zarat, dans des pays francophones, notamment africains, mais pas seulement. Et donc, c'est une l'idée de ce petit film qui n'a pas encore vu le jour, mais qui va bientôt le faire, et vient de DPU aussi avec Barbara, de Lorena Zarat, de la plateforme globale pour le droit à la ville. Donc, on espère que ça va être vraiment un matériel riche et partagé par tous et toutes. Et puis, évidemment, avec les labos. Donc, on met en place là
quelque chose qui est, on espère que se met en place, on ne met pas en place, on espère que va se mettre en place à travers ça et ces journées, des formes de collaboration un petit peu nouvelles, enfin qu'on appelle de nos voeux, renforcées. Du côté des laboratoires, peut-être que je conclurai là-dessus. Nous, on est ici, tout le monde n'est pas venu nous voir au 4e, mais on peut le faire après. On est dans des bureaux, il y a beaucoup de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, quelques chercheurs CNRS aussi, il y a beaucoup de doctorants, il y a 120 doctorats, on l'a vu, et on est 4 gros labos comme ça dans le bâtiment. La question qu'on se pose tous, c'est celle des formats collaboratifs, et non pas collaboratifs avec du secteur privé pour à but lucratif, mais des formats collaboratifs avec de la société civile organisée, disons, ou aussi avec certaines collectivités locales, avec le secteur social élargi. Et c'est pas du tout évident, c'est pas ancré dans la culture de la recherche scientifique, mais c'est aussi à travers des événements comme ça qu'on peut penser démarrer vraiment, rendre possible la présence, la coprésence, et puis ensuite peut-être dans un second temps, peut-être des coproductions. Et le fait que beaucoup d'entre vous, venant de cette société civile organisée, d'associations, enfin, du monde qui n'est pas nécessairement que du monde académique, même s'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'entre-deux, et dans l'université, c'est pas, pour nous, c'est vraiment magnifique, quoi. Et on espère que ça se renouvellera et que ça va produire des fruits réels, quoi. Enfin, c'était déjà le cas grâce à votre collaboration durant ces 2 jours extrêmement riches. Et donc, je remercie aussi Romain Leclerc, qui n'est pas ici, mais qui est sur son terrain, et tous ceux qui ont participé, les personnes qui ont fait l'affiche, Leila Raldi aussi, Leandro Peredo. Et voilà. Et merci encore à vous tous et vous toutes, et à très bientôt.